venu au Collège Belgique à ce cours conférence sur un sujet qui va nous transporter véritablement au cœur de l'actualité. Je suis particulièrement heureux d'accueillir ici la professeure Aoun, qui est ma collègue à la FUCAM et à l'Université de Louvain. Quelques mots d'introduction, quelques mots biographiques pour dire que Madame Aoun est d'origine libanaise et qu'elle est véritablement, oui, merci de me le rappeler, qu'elle est une chercheuse de grand renom dans dans le vaste spectre des relations internationales et en particulier, bien sûr, sur le Moyen-Orient. La professeure Aoun a fait des études notamment à Sciences Po Paris, un séjour doctoral à l'Institut universitaire européen à Florence et un doctorat en études politiques à Sciences Po Paris également, ce qui l'a amené à travailler notamment avec deux politistes de renommée internationale, Ghassan Salamé, un ancien ministre libanais, un grand professeur de relations internationales, un auteur très fécond, et alors la star des relations internationales qui est Bertrand Badi, assez différent de Ghassan Salamé avec lequel vous avez, si j'ai bien compris, travaillé. Vous avez ensuite, professeur Aoun, effectué un postdoctorat à l'Institut d'études européennes des universités de Montréal et McGill, de grands établissements universitaires canadiens. Et vos recherches sont focalisées sur la justice pénale internationale, qui est une thématique à laquelle vous aviez été sensibilisé personnellement lors des années passées au sein de la Croix-Rouge libanaise en tant que secouriste bénévole. Les axes de recherche et de publication de la professeure Aoun se concentrent sur les crises et les conflits du Moyen-Orient au sens large, au travers d'une démarche qui est connue dans la littérature spécialisée comme étant les Peace and Conflict Studies, qui vise à comprendre la dynamique qui alimente les conflits et celle qui contribue à les contenir, voire à les résoudre. Entre autres thématiques, vous vous intéressez, professeur, au rôle des puissances extérieures dans la région et on peut dire que pour le moment, en parlant d'interférence des puissances extérieures au Moyen-Orient, il y a abondamment à commenter. Vous vous intéressez aussi au processus de radicalisation, au rôle des acteurs transnationaux non étatiques. L'État islamique en est un exemple récent, ou encore les acteurs de la société civile, acteurs positifs ceux-là, qui se mobilisent en faveur de la paix. À l'Université de Louvain, vos cours portent sur les questions de sécurité, sur les conflits, sur les enjeux géopolitiques et des changements climatiques. Cher professeur Aoun, le conflit israélo-palestinien est complexe. Je suis certain que vous allez nous donner les meilleures clés pour le décrypter. Merci. Un immense merci d'abord à toutes et tous d'être ici aujourd'hui. Un grand merci également à Collège Belgique de m'avoir ouvert ses portes et à Monsieur Delcorde, non seulement de m'avoir présenté, mais également d'avoir contribué à l'organisation de cette conférence aujourd'hui. Donc, il m'est choix de vous parler aujourd'hui du conflit israélo-palestinien au travers du droit international entre rapports de pouvoir et subjectivité. Je m'autocontrôle. Alors, c'est vrai que ce conflit est abondamment étudié. Il a été au travers de nombreuses disciplines, avec une infinité d'approches différentes, et on avait presque le sentiment qu'il n'y avait plus énormément à dire sur ce conflit-là.
Et puis, vous avez le 7 octobre, et c'est vrai que dans l'année qui vient de s'écouler, nous avons vu des montées aux extrêmes que nous n'anticipions absolument pas, avec des violations massives des droits, du droit international, du droit humanitaire. Nous avons vu tomber un certain nombre de décisions, d'avis émis par les plus hautes instances internationales, notamment judiciaires. Nous avons vu un ensemble de réactions, de positionnements, parfois un peu maladroit ou un peu circonspect au niveau international, au niveau diplomatique. Et malgré tout cela, on a vu persister la violence extrême pendant très très longtemps. Et quand bien même nous avons aujourd'hui des cessez-le-feu, l'un au Liban, l'autre à Gaza, la violence ne s'est pas arrêtée pour autant et on sent bien qu'elle menace. Et qui plus est, quand on regarde le conflit avec nos yeux de spécialistes ou simplement d'observateurs, on se rend compte qu'un certain nombre d'évolutions semblent plutôt contraires aux prescriptions du droit international. Et bien évidemment, tout cela amène tout un ensemble d'interrogations et je vous promets, l'année qui vient de passer a été très, très riche en lecture, en réflexion, en débat, d'autant plus que, évidemment, ces questionnements se situent vraiment à l'articulation de mes différents centres d'intérêt et de recherche. Et j'ai notamment eu l'opportunité d'échanger non seulement avec des collègues politistes, mais avec des collègues juristes. Et je me suis rendu compte, notamment dans mes échanges avec ces derniers, de la diversité des points de vue, ce qui n'est absolument pas étonnant en soi, mais j'ai été de plus en plus amenée à réfléchir aux différences entre nos approches en tant que politistes d'un côté et juristes de l'autre côté. Et donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, je ne suis pas une juriste, une spécialiste du droit. C'est non pas en tant que juriste, mais en tant que politologue que j'aborde la question du droit international dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Et donc, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas ces controverses extrêmement pointues dont les juristes ont le secret, mais simplement le droit comme instrument aux mains des acteurs politiques. Et donc, ce que je me proposais de faire aujourd'hui, c'est tenter de comprendre pourquoi le droit et ses instruments n'ont pas permis la résolution du conflit et, accessoirement, n'ont pas permis aux Palestiniens de faire valoir des droits qui paraissent être relativement clairs au regard du droit international. Et donc, pour essayer d'amener des clés de compréhension, je me suis notamment rabattue à certains courants en sciences politiques, mais également dans le champ des legal studies, qui approchent le droit de manière assez critique et qui mettent en évidence à quel point le droit n'est évidemment pas un absolu, comme nous tendons souvent à nous le représenter, mais le droit est le reflet de rapports de pouvoir, parfois extrêmement féroces. Il est éminemment subjectif et il génère des inclus et des exclus, ceux qui peuvent se revendiquer du droit et les autres. Et c'est ce que je vous propose d'analyser aujourd'hui. Alors, mes objectifs au travers de cette conférence, c'est d'abord de montrer comment et à quel point les institutions internationales, le droit international, mais également les pratiques des puissances occidentales ont contribué à la genèse et la pérennisation du conflit, à l'aggravation de la dépossession des Palestiniens, mais également ce que nous appelons dans notre jargon le caractère intractable du conflit, donc sa non-résolution. Et là-dessus, analyser la permanence d'un certain nombre de rapports de force qui favorisent des usages du droit qui, tendanciellement, ont davantage profité aux positions israéliennes et analyser également les structures cognitives qui déterminent les biais des pratiques occidentales dans ce conflit et amènent à une sorte de désubjectivation des Palestiniens au regard du droit, désubjectivation, c'est-à-dire ne plus en faire des sujets de droit. Je vous propose un voyage en 5 temps. D'abord, une petite plongée dans l'histoire pour essayer de revenir sur les structures coloniales du conflit israélo-palestinien.
Ensuite, faire un bond jusqu'à la période 1967 et ce qui lui succède, avant d'en arriver en un troisième temps au processus d'Oslo et comment durant la période d'Oslo, le droit international a été également, érodé. En quatrième point, je viendrai sur le droit dans les pratiques des pays internationaux pour en arriver à donc dans un dernier point qui sera un peu plus théorisé sur les notions de subalternité et de désubjectivation des Palestiniens comme clé de lecture supplémentaire au-delà des rapports de force. Et puis, j'aurai une toute petite conclusion. Alors, le conflit israélo-palestinien, dans ses premiers actes, est européen. Il est né en Europe, dans l'Europe du 19e siècle, où montait en puissance le sentiment nationaliste et où l'entreprise coloniale poursuivait son petit bout de chemin. Alors, le nationalisme en Europe a été l'aiguillon qui a quelque part, initier le sentiment national sioniste avec cette idée que une collectivité, une identité, c'est une nation et virtuellement un État. Mais le nationalisme en Europe s'est également traduit par une montée en puissance de l'antisémitisme, y compris dans les pays qui commençaient à se démocratiser, y compris dans un pays comme la France, où voilà, l'objectif, c'était l'assimilation de tous au sein de la grande nation française. Et donc, c'est là qu'est né le projet de reconstruction d'une nation juive, d'un État pour les Juifs, en essentiellement 2 grands temps. D'abord et sous l'impulsion de l'antisémitisme, des violences antisémites en Europe de l'Est, en Russie. Vous avez, le premier projet, porté notamment par Pinsker, avec l'auto-émancipation, donc un ouvrage publié en 1882 et 1882 et qui contribue à la genèse du mouvement des Amants de Sion. Donc, c'est les premiers juifs européens qui vont aller s'installer en Palestine ottomane à l'époque. Et puis, l'affaire Dreyfus en France, qui est un reflet de l'antisémitisme, va entraîner notamment l'initiative d'un Théodore Herzl, qui va non seulement rédiger l'État des Juifs, mais également contribuer à la convocation d'un premier congrès sioniste juif au tournant du siècle. Alors, le nationalisme en Europe est l'aiguillon. Le colonialisme offre les possibilités. Et vous le savez, à la fin du 19e siècle, seul le Moyen-Orient, sous notamment Empire ottoman, est encore libre et vacant pour la colonisation. Alors, on a l'impression qu'il y a du blanc en Amérique latine, mais évidemment, ce sont les anciens colons qui se sont émancipés déjà au 19e siècle par rapport à leur métropole initiale. Et voilà que la Première Guerre mondiale va offrir une opportunité de coloniser finalement ce dernier carré qui avait échappé. Et nous avons un premier acte absolument fondamental, les fameux accords franco-britanniques Sykes-Picot, donc des accords secrets qui postulaient le partage de cette région du monde en zone d'influence et en zone d'occupation, le bleu allant normalement à la France, le jaune, le rose plutôt aux Britanniques. Et puis, on a cet acte colonial par excellence qui est la déclaration de Balfour, qui a été faite quelques jours avant que les troupes britanniques ne pénètrent à Jérusalem. Alors, j'ai appelé cet acte-là comme un acte colonial par excellence parce qu'il faut bien réaliser que les Britanniques ont librement disposé d'un territoire tiers qui ne leur appartenait pas et ont accordé des droits à des colons européens pour un projet de peuplement, en l'occurrence sioniste. Et donc, quand on regarde le texte, on voit bien que c'est le ministère des Affaires étrangères, en la personne de son chef, Lord Balfour, qui donne à un autre Britannique
la promesse donc de l'installation d'un foyer national juif en Palestine, qui était en train de passer de l'Empire ottoman à autre chose. Alors, ces décisions, totalement arbitraires britanniques, ont été validées au lendemain de la Première Guerre mondiale par la Société des Nations au travers non plus d'une colonisation, mais de ce qu'on appelle chastement un mandat à l'époque. Et ceci malgré des évolutions absolument notables. Bien évidemment, pour la première fois, on a une organisation comme la Société des Nations qui vise à réguler un peu le jeu international, mais également les 14 principes défendus par le président américain de l'époque, Woodrow Wilson, et qui proscrit la diplomatie secrète, donc les accords du type de Sykes-Picot, qui préconisent que les questions coloniales tiennent compte des intérêts des populations et l'autonomie des peuples non turcs de l'Empire ottoman comme voilà, devant être intégrés. Et qui plus est, le pacte de la Société des Nations lui-même prévoit des relations internationales fondées sur la justice, sur les prescriptions du droit international, et donc cette promesse de faire régner la justice et de respecter les obligations des traités dans les rapports mutuels. Alors peut-être un petit hic ici, des peuples organisés. Alors, je fais une petite parenthèse pour que nous prenions ensemble conscience de la réalité de cette colonisation franco-sioniste en Palestine. Donc, à la fin du 19e siècle, avant l'afflux des premiers amants de Sion, vous avez, dans une population palestinienne ottomane extrêmement diversifiée, vous avez 4% d'Arabes juifs. Et cette proportion de juifs va s'enrichir au fil des décennies de juifs essentiellement européens. Et nous allons voir une inflexion du nombre à partir de la Première Guerre mondiale. Et puis, bien évidemment, sous le mandat britannique, on va voir monter le nombre ou la proportion des juifs. Alors, il faut je suis désolée, le seul terme qui me vient à l'esprit, c'est banaliser cette histoire parce qu'elle ressemble à celle de toute l'histoire coloniale. Et quand on lit des ouvrages, notamment sur la colonisation des Amériques ou l'Empire britannique, etc., on se rend bien compte que ce type d'évolution est dans l'ADN de la colonisation. Et toujours est-il que, comme ailleurs, cette colonisation s'est traduite ou a entraîné un cycle de violence consubstantiel à la colonisation. Petit moment d'explication pour dire que d'une certaine manière, alors même que la Palestine appartenait à l'Empire ottoman au début de la Première Guerre mondiale, donc il y avait un pouvoir organisé, elle a quand même été traitée comme une terra nullius, donc une terre qui n'appartient à personne, ce qui avait été vraiment la clé de voûte de la colonisation. Et d'une certaine manière, ça vient alimenter donc une expression qu'on entend très souvent, d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Donc, comment comprendre ce moment-là? Eh bien, les États membres de la Société des Nations sont pour l'essentiel des pays colonisateurs. Ce sont essentiellement les pays en vert foncé ou issus eux-mêmes de la colonisation, comme un certain nombre de pays d'Amérique latine. Par ailleurs, les rédacteurs de la Charte de la Société des Nations n'avaient pas forcément en tête une version extrêmement extensive du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, puisque dans le même temps, on était en train de coloniser au travers des mandats. Et tout à l'heure, j'avais fait un clin d'œil pour les peuples organisés. Et vous avez ce distinguo entre peuples organisés, non organisés, les organisés étant les peuples ou les races supérieures, alors que les non organisés échappent quelque part à la protection du droit international.
L'acte 2 de l'histoire, c'est bien évidemment la création de l'État d'Israël au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une Deuxième Guerre mondiale qui connaît le terrible génocide des Juifs d'Europe aux mains de l'Allemagne nazie et de ses collaborateurs à travers l'Europe. Et qui plus est, aujourd'hui on a tendance à l'oublier, les survivants de l'Holocauste ne sont pas accueillis les bras ouverts comme l'étudie finement l'ouvrage de David Nasso. Et en fait, vous avez une migration, à l'époque clandestine, illégale, hein, qui va être organisée vers la Palestine mandataire. Alors les choses vont très vite s'enchaîner. Les milices juives qui jusqu'alors étaient plus ou moins alliées avec les forces britanniques vont se retourner contre Londres. Londres, à un moment donné, va se dessaisir du problème et donner la responsabilité à la toute nouvelle ONU de gérer l'affaire. L'ONU vient avec un plan de partage, mais la mise en œuvre de ce plan de partage ne sera jamais effectif dans le sens où la création de l'État israélien se fera plutôt par les armes. Et donc, elle se fera par les armes, mais au détriment de la population palestinienne, puisque la création de l'État israélien se solde par un nettoyage ethnique des Palestiniens ou d'une grande partie de la population palestinienne. Alors on se dirait dans ce contexte échaudé par la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où vous avez un ensemble de nouveaux textes, euh, devant garantir, hein, les relations internationales, le droit, etc., ça aurait pu se passer autrement, mais en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et on se retrouve d'une situation où vous aviez un peuplement juif assez disparate en Palestine, à un renversement complet où toutes les zones en vert et vert tendre échoient par la force des armes à l'État israélien, les parties jaunes étant les résidus de la Palestine palestinienne, si je puis dire. Pourtant, les fondements juridiques pour intervenir étaient nombreux, à commencer par la Charte des Nations Unies, hein, qui vise à réprimer tout acte d'agression, de rupture de paix, et qui préconise de réaliser par des moyens pacifiques, conformément au principe de la justice et du droit international, l'ajustement, le règlement de différentes situations susceptibles d'amener à la rupture de paix. Vous avez également dans l'article 2 le principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Et ce droit devrait être équivalent, quelle que soit la population. Vous avez également la fameuse résolution 181 qui préconise le plan de partage et qui estime que ou qui appelle le Conseil de sécurité à considérer comme menace contre la paix toute tentative visant à modifier par la force le règlement prévu par la présente résolution, donc le plan de partage. Et puis, vous aviez la Déclaration universelle des droits de l'homme qui était en gestation. Encore une fois, comment comprendre la tenue de la communauté internationale de l'époque face à cette situation qui se crée et qui est en décalage complet par rapport aux droits et aux institutions qu'on était en train de produire à l'époque? Eh bien, encore une fois, quand on regarde les membres fondateurs de l'organisation, on se rend compte que pour l'essentiel, il s'agit encore une fois des métropoles coloniales et des États qui en étaient issus. Et donc, le rapport de force est resté, demeuré fondamentalement occidentalo-centré. Et de manière générale, à ce moment de l'histoire, les populations colonisées étaient tacitement exclues du champ de la Charte des Nations Unies. On ne peut pas comprendre que la France ait signé, par exemple, cette charte-là en continuant à faire ce qu'elle faisait notamment en Algérie. On peut dire exactement la même chose pour les Britanniques en d'autres endroits de la planète. Qui plus est, l'institution onusienne est peuplée de fonctionnaires massivement occidentaux, puisque c'est là que se trouvent les ressources humaines, ou occidentalisées, donc des personnes, des fonctionnaires de pays tiers, mais qui ont fait leurs armes, leurs études dans les pays occidentaux.
Et donc, en fait, on se retrouve face à ces décisions, positions onusiennes qui sont en tension par rapport au droit international. Alors, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais voilà un petit coup d'œil sur la composition des membres du comité sur la Palestine. Et vous voyez un grand nombre de personnes issues de pays occidentaux. Et on se retrouve donc après 48 face à un statu quo qui repose, hein, qu'on peut expliquer par ce que je viens de dire, mais également par un ensemble de discours, hein. Certains jouent sur le registre identitaire. Israël est un poste avancé de la civilisation dans un Moyen-Orient barbare, violent. Israël, seule démocratie. Israël, membre de cette civilisation judéo-chrétienne. Mais vous avez également des discours géopolitiques. N'oublions pas, on est vraiment au moment où se met en place la guerre froide. Israël est allié face au bloc soviétique. Il contribue à faire du containment, hein, de la progression du socialisme et du panarabisme, etc. Et puis vous avez, beaucoup plus crûment, les pratiques néocoloniales. Je vous renvoie notamment à la crise de Suez, au cours de laquelle les Français, les Britanniques se sont alliés à Israël parce qu'ils ont estimé que la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte était absolument scandaleuse et contraire à leurs intérêts. Et donc, l'agrégation de tous ces éléments à ce moment de l'histoire permet une véritable invisibilisation des Palestiniens. Les Palestiniens disparaissent des radars comme sujet de droit, à la fois individuel et collectif. J'en arrive à mon deuxième point, le conflit après 1967, la guerre des 6 jours, au cours de laquelle, hein, Israël initie préemptivement une attaque qui va lui permettre d'occuper de nouveaux territoires en Syrie, Cisjordanie qui était sous mandat, pas sous mandat, qui était administrée par la Jordanie, Gaza qui était administrée par l'Égypte, et puis le Sinaï qui a été rendu depuis. Et ce moment-là est absolument important à plus d'un titre. Premièrement, c'est le début du projet de Grand Israël, Eretz Israël. Voilà, une vision maximaliste de ce que peut et doit être l'État israélien. Mais aussi, c'est consubstantiel à une forme de contraction des droits palestiniens, parce qu'à partir de ce moment, on a l'impression qu'il y a désormais dans les esprits une forme d'intangibilité des frontières de 1948. On ne discutera plus des droits des Palestiniens dans les frontières pré-48, mais uniquement post-67. Et pourtant, encore une fois, c'est un développement contraire à bien des textes, contraire à la Charte des Nations Unies, contraire à la résolution 242 du Conseil de sécurité, qui stipule de manière extrêmement claire l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre et la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et durable, et puis qui affirme la nécessité d'un retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés. Donc, dans le texte, vous n'avez pas d'ambiguïté. Mais ces développements sont également contraires aux dispositions de la 4e Convention de Genève sur la protection des civils en temps de guerre et sur le droit d'occupation, sachant que parmi les obligations, vous avez non seulement la protection générale des populations, d'un certain type d'effets, un certain type de conséquences de la guerre, mais un certain nombre d'interdits, à commencer par la colonisation. L'article 49 est extrêmement clair à cet égard, disant la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation, au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. Mais c'est exactement ce qui va commencer à se passer à partir de septembre 1967, puisque c'est de là que datent les premières colonisations, sachant par ailleurs que Jérusalem-Est, hein, j'aurais dû ajouter, est annexée malgré, hein, ce que dit le droit international en 1981. Alors, encore une fois, comment expliquer l'absence de réaction internationale à ces évolutions contraires au droit?
Encore une fois, des rapports de force internationaux qui sont favorables à la vision israélienne, un resserrement exponentiel des relations entre les États-Unis et Israël, mais également, hein, à l'époque, une très forte identification entre les pays d'Europe occidentale et ce petit pays qui est considéré comme un petit David combattant un grand Goliath et qui a besoin d'une certaine profondeur territoriale, etc. Et donc, on va finir par adhérer au discours israélien qui, résumé vraiment de manière lapidaire par la première ministre israélienne de l'époque, hein, dénie l'existence de Palestiniens. Elle dit très succinctement: There was no such thing as Palestinians. Et par ailleurs, les certitudes du droit deviennent des controverses. Il faut se retirer des territoires ou de territoires. Les territoires occupés sont occupés ou est-ce qu'ils sont disputés? Et puis un discours qui revient et qui érige la violence arabe comme problème, le problème central et non pas l'occupation. Alors on voit bien, malgré, hein, ce que dit le droit international, la situation va se pérenniser, hein, l'occupation se pérennise. Néanmoins, je voudrais pointer dans les 2 décennies qui suivent, hein, quelques développements majeurs. Le premier, qui est important à mes yeux, c'est la toute dernière guerre israélo-arabe qui engage des États. C'est la fameuse guerre de Kippour et qui va entraîner un processus qui résultera en un premier accord de paix entre l'Égypte, à l'époque c'était la grande puissance arabe, et Israël. Par ailleurs, nous allons avoir une résurgence ou une expansion du terrorisme international, les Jeux olympiques de Munich, les détournements d'avions, etc., palestiniens. On va avoir la guerre du Liban, dont un des paramètres clés, c'est les fidayines palestiniens, les réfugiés palestiniens, etc. Et puis, à cette guerre de l'ombre que se livrent les terroristes palestiniens d'un côté, les services secrets israéliens de l'autre. Et c'est une guerre de l'ombre qui fait des victimes dans les rues des capitales européennes également. Et donc, tout cela contribue à visibiliser le problème palestinien. Mais il le sera encore plus quand, pour la première fois, ce ne sont pas les Palestiniens de l'extérieur, mais les Palestiniens de l'intérieur qui vont se soulever contre l'occupation israélienne. Donc, on est quasiment 20 ans après l'occupation de 1967 et nous allons voir la première intifada, qui est une révolte totalement démilitarisée. Et donc, vous avez, hein, cette image, hein, d'un jeune affrontant un char avec une pierre qui reproduit en fait l'essence de ce premier conflit-là. Mais ce qui est déterminant à l'époque, c'est non seulement ce réveil qui donne conscience de la réalité des Palestiniens dans les territoires occupés, mais c'est aussi la réaction extrêmement violente de l'armée israélienne et qui évidemment se traduit par des violations significatives, notamment des termes de la 4e convention de Genève. Donc, en situation d'occupation, l'armée israélienne n'aurait pas dû faire ce qu'elle a finalement fait. Cet épisode-là va entraîner la déclaration par l'OLP qui a dû quitter d'abord la Jordanie, ensuite le Liban pour s'installer en Tunisie. Eh bien, l'Organisation de libération de la Palestine profite de ce moment pour déclarer un État palestinien sur la base de la 242. Donc, vous avez une reconnaissance d'Israël, une acceptation des frontières de 67 et une renonciation à la lutte armée. Mais malgré cela, donc malgré ce développement qu'on peut qualifier d'historique, hein, un grand nombre d'États reconnaît la Palestine, mais pas les États les plus importants, pas les États occidentaux. Pourquoi? Encore une fois, le rapport de force est écrasant. Que 85 pays aient reconnu la Palestine n'est pas suffisant. Parce que les États les plus importants ne le reconnaissent toujours pas. Ce qui m'amène à mon 3e point.
l'érosion du droit international dans le cadre post-Oslo. Donc, après l'intifada, après la déclaration de l'État palestinien, on en reste dans une impasse. Et en fait, ce qui va permettre de débloquer la situation, c'est le contexte post-guerre froide, avec cette idée qu'on s'achemine vers un nouvel ordre mondial où les puissances occidentales qui sont les grandes puissances victorieuses de ce bras de fer veulent amener voilà, un rule-based order, un nouvel ordre basé sur les normes. Et puis, vous avez l'invasion du Koweït par l'Irak, on est en 1990, avec une réaction immédiate de la part de la communauté internationale. Alors qu'on se mobilise tous pour mettre sur pied une coalition pour libérer le Koweït, en quelques mois, fait apparaître de manière encore plus crue les deux poids, deux mesures, puisque la Palestine, ou ce qui en restait, est occupée depuis 1967 sans que grand monde se mobilise. Et donc, les États-Unis vont se retrouver sous pression à l'époque et ils vont contribuer à la genèse d'un processus de paix. Je vous passe les détails, mais nous avons en 1993 cette grande surprise de l'accord entre Israël et l'OLP qui induit une reconnaissance mutuelle des deux parties et puis un échange paix contre territoire. Donc c'est un moment véritablement historique, mais les dossiers les plus épineux vont être reportés pour plus tard. L'autodétermination, les colonies, le sort de Jérusalem, les réfugiés, etc. Ensuite, Oslo, c'est la réduction des droits des Palestiniens. Donc, comme je le disais, on ne conçoit plus les droits des Palestiniens que dans le cadre des territoires résiduels. Et puis, sur le long terme, Oslo s'avère être un vrai piège pour les Palestiniens. Alors, je vais essayer de donner un peu de substance à ce que je dis. Côté israélien, Oslo a été véritablement un moment qui a permis des retombées positives multiples. Premièrement, les aides américaines ont continué, voire ont augmenté. Des États comme la France, la Grande-Bretagne, qui entretenaient un embargo sur les armes, ont levé ces embargos-là. Des pays européens qui traditionnellement étaient pro-palestiniens vont se rapprocher exponentiellement d'Israël. Et dans le contexte de la politique européenne de voisinage, les relations d'Israël avec l'Europe vont se multiplier au point que, on dit souvent d'Israël, everything but institutions. C'est un État membre de l'Union européenne, sauf qu'il n'est pas arrimé au travers des institutions, mais uniquement des accords des accords. Et puis, donc, vous avez un deuxième accord de paix qui est signé avec la Jordanie. Dans les dernières années, vous avez un ensemble d'États arabes qui ont reconnu Israël, donc processus de normalisation. Mais puis aussi, il y a d'autres éléments dont on parle assez peu souvent. Avec Oslo, c'est la communauté internationale qui va endosser l'assistance et le développement des territoires palestiniens. Et donc, c'est autant de charges qui n'échappent plus à la puissance occupante, la déchargeant d'une certaine manière du poids de l'occupation, en tout cas pour ce qui n'est pas militaire. Et dans le même temps, on va voir Israël bénéficier d'un développement économique exponentiel porté, je le montrerai plus tard, par les technologies de l'armement, de la surveillance, etc. Et dans ce contexte-là, Israël va également parvenir à promouvoir un double narratif sur la violence palestinienne qui est le problème central et un autre élément important du narratif qui s'impose sur le long terme, c'est que toute critique des politiques de l'État israélien devient une critique antisémite. Et donc, on se retrouve face à un contexte qui est très hostile à toute critique effective des politiques de l'État israélien dans les territoires palestiniens. Regardons un peu l'image du côté palestinien.
Eh bien, les Palestiniens continuent de connaître les méfaits de l'occupation, de la colonisation qui s'accélère, l'enfermement, le contrôle de l'espace, mais de toutes les dimensions de la vie quotidienne, la répression, le non-aboutissement du droit à l'autodétermination, un corps politique qui s'est fragmenté au fil du temps à partir d'Oslo. Pourquoi? Notamment à partir de la deuxième intifada, on est au début des années 2000, l'autorité palestinienne va perdre assez largement et sa légitimité et son autorité, disons symbolique sur les Palestiniens. Ils vont le montrer en votant plutôt en faveur du Hamas en 2006, mais quand bien même, la communauté internationale a reconnu la transparence de ces élections-là, on va décider que le Hamas, c'est quand même pas un bon choix et on va retoquer cet exercice démocratique, ce qui va entraîner des fractures, profondes qui n'ont pas été surmontées entre le l'OLP d'une part, l'Autorité palestinienne et le Hamas d'autre part. Mais Oslo, c'est aussi l'effritement du tissu social, palestinien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les réalités qui sont vécues à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est ou dans la campagne, de Cisjordanie, ce ne sont plus du tout les mêmes réalités et comme on ne peut pas se mouvoir aisément d'un espace à un autre, on a cet effritement, social. En plus, une économie qui est sous contrôle et qui est dans une situation de développement. Et puis aussi, quoi que fassent les Palestiniens, des sit-ins, des manifestations pacifiques, etc., c'est qualifié systématiquement de violence absolument inacceptable. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu non seulement apparaître la deuxième intifada, mais aussi la décision israélienne en 2005 de se retirer unilatéralement de Gaza en enfermant cet espace-là et selon donc un responsable israélien, plonger le processus de paix dans le formol. On est en 2005. Force est de constater que le processus de paix a été effectivement plongé dans le formol. Alors, ce n'est néanmoins pas un statu quo parce qu'on voit que les évolutions sur le terrain sont quand même assez importantes. Je commencerai peut-être par ce graphe-là qui montre au fil des années, à partir de 87, mais jusqu'en 2001, les morts, donc les victimes israéliennes et les victimes palestiniennes. Il y a toujours disproportion. Mais ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est que contrairement à ce que on entend, on lit souvent, Gaza n'est pas enfermé depuis 2006, donc depuis l'élection du Hamas, mais en fait depuis le début du processus d'Oslo. Donc la construction de la barrière autour de Gaza, elle date vraiment, elle est consubstantielle à l'accord d'Oslo, celle en Cisjordanie étant un tout petit peu plus tardive. Euh, alors, je voudrais dans la prochaine slide, évacuer la question de la violence palestinienne, pas pour dire qu'elle est anecdotique ou pour dire qu'elle est inexistante, mais simplement pour pointer son caractère fondamentalement réactif. La violence palestinienne n'a jamais précédé l'entreprise coloniale britannique, sioniste, et donc vous avez eu 20 ans de silence total entre 67 et 87, etc. Donc, cette violence palestinienne est issue de ce que nous appelons avec Johan Galtung une violence structurelle qui, par nature, génère la violence, suscite le conflit. Mais au-delà de cette violence structurelle, vous avez des violences directes au travers de la répression, au travers de la pratique de l'emprisonnement. Vous avez près d'1 million de Palestiniens qui, depuis 67, ont fait de la prison. C'est colossal. La violence des colons, par exemple, le massacre du caveau des patriarches à Hébron en 94, qui a été l'élément qui a déclenché ensuite la multiplication d'attentats suicides absolument terribles, mais aussi je voulais attirer l'attention sur le fait que cette violence palestinienne est constamment instrumentalisée pour dire, voilà, pour mettre en exergue que c'est le problème. Alors je ne résiste pas à la tentation de citer Charles de Gaulle, au lendemain de la
guerre de 1967 et à l'époque, la guerre d'Algérie, sa conclusion n'était pas tellement éloignée et le président français avait déjà tout compris puisqu'il alerte sur le fait qu'Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Et donc, je trouve personnellement cette citation toujours d'actualité. Je vous passe d'autres citations, comme par exemple au lendemain du massacre du caveau des Patriarches qui a été perpétré par un juif américano-israélien à l'encontre de croyants palestiniens musulmans. Alors, Oslo, c'est quoi pour les Palestiniens aussi? Eh bien, c'est l'accroissement de la colonisation. Ces graphes, donc, qui sont puisés dans Peace Now, une organisation israélienne, hein, montrent la progression du nombre de colonies et d'embryons de colonies, les fameux outposts ou des colonies illégales, hein. Et donc, on a plus d'une multiplication par deux en 30 ans. Donc, depuis le début d'Oslo jusqu'en 2023, le nombre d'outposts, lui, il explose exponentiellement, tout comme le nombre de colons en Cisjordanie avec une progression de 332%. Une autre façon de visualiser ce que subissent les Palestiniens. Vous savez que la Cisjordanie a été divisée en 3 zones, une sous contrôle israélien, une autre qui est supposée être sous contrôle palestinien, des zones de peuplement palestinien et puis des lieux de colonisation. Et on se retrouve face à un territoire qui est véritablement exigu. On parle d'une superficie qui fait le tiers, un peu plus d'un tiers de la Wallonie. Un peu plus du tiers de la Wallonie. Vous avez plus de 900 checkpoints et ça ne fait qu'augmenter. Donc, on est face à quelque chose qui n'est presque plus viable et qui plus est, donc au moment où Israël a occupé les territoires en 67, il a décrété un peu plus d'1,5 million un peu moins d'1,5 million de allez, comment on appelle cette unité de Nunz en terre d'État, hein, et sur cette terre que l'État s'est appropriée, il en a restitué, hein, mais en fait, 99,76% a été rétrocédé pour des projets de colonies et 0,24% ont été à des projets palestiniens. Une autre façon également d'apprécier la violence subie par les Palestiniens, donc, c'est les déplacements forcés. Et vous le voyez, ça ne date pas de 2023, mais en fait, c'est continu. Et vous avez ici répertorié par l'organisme humanitaire des Nations Unies les incidents, et vous voyez qu'ils ont lieu quasiment partout en Cisjordanie et qui sont pérennes. Alors, je reviens un tout petit peu, parce que ça fera le lien avec la suite, sur les trajectoires différenciées en matière d'évolution économique. Donc, vous le voyez, jusqu'à Oslo, il est vrai, hein, donc la courbe bleue, c'est Israël, le PIB par habitant israélien, et la courbe noire, c'est celle des Palestiniens. Et on voit bien qu'à partir d'Oslo, l'État israélien va significativement progresser, alors que les Palestiniens vont rester vraiment tassés vers le bas. Et en fait, à fin décembre 2022, on se retrouve avec un PIB palestinien d'un peu plus de 3 500 dollars par habitant, alors qu'en Israël, on est à plus de 555 000 dollars. Autant dire, c'est plus qu'en Belgique à l'époque. Et donc, quelque part, on ne peut que déduire de ce graphe-là que l'occupation est lucrative pour les Israéliens. Et en fait, je vous invite à lire, et il y a une traduction française de l'ouvrage, donc le chapitre sur Losing the Peace Incentive,
donc perdre la motivation à la paix de Naomi Klein dans son ouvrage sur The Shock Doctrine. Et elle montre à quel point, en fait, Israël s'est rabattu sur des technologies militaires, des technologies de surveillance qu'elle exporte et c'est ultra lucratif. Alors, est-ce que ces violations étaient visibles ou invisibles? Bien évidemment qu'elles étaient visibles des capitales, à partir des capitales européennes, américaines, etc. Et en fait, d'autant plus évidente que, au fil du temps, vous avez de plus en plus de documentation, de plus en plus d'analyses. À titre d'exemple, ce rapport de l'ONU qui date de 2012 et qui déjà prévoit que Gaza serait invivable à l'horizon de 2020. Une analyse beaucoup plus approfondie de Sarah Roy sur le développement, les politiques donc, très réfléchies de développement de la bande de Gaza, beaucoup de travaux, de rapports qui finalement, et bien après les Palestiniens, vont analyser la situation comme étant une situation d'apartheid. Dans les années qui ont précédé le 7 octobre, des alertes comme quoi l'occupation devenait de plus en plus létale, ciblait des enfants tout jeunes. Et puis ici, un rapport qui date de septembre 2023, donc très peu de temps avant l'explosion. Donc c'est un think tank juif américain qui analysait les mesures Heu, donc notamment attentatoires aux libertés, mais également aux libertés des Palestiniens, entreprises par le dernier gouvernement Netanyahou. La progression, du nombre de colons, les exactions perpétrées par les soldats israéliens, de l'aveu même des soldats israéliens, au travers notamment des publications, des rapports, des témoignages d'une organisation, israélienne Breaking the Silence et puis aussi, tout le travail palestinien autour des prisonniers. Mais il n'y a pas uniquement cette production faite par les tiers. Des États comme ceux de l'Union européenne étaient aux premières loges et ils pouvaient voir de leurs propres yeux les infrastructures financées par vous, par moi, être en train d'être détruites régulièrement. Alors régulièrement, voilà, à la moutarde montonnée des Européens, ils tapent un peu du poing et puis ça dure quelques jours et puis plus rien. Et pourtant, les missions diplomatiques étaient là sur le terrain, elles avertissaient, mais rien ne se passait. Alors, ce que je voudrais dire, au-delà du fait que ces violations étaient visibles, elles ont, d'une certaine manière, été facilitées et ou tacitement consenties par les États occidentaux. Et du coup, j'en arrive à mon quatrième point qui, lui, va s'intéresser au droit international dans les pratiques des pays occidentaux. Et je vais survoler quatre choses différentes. Comment on ferme les yeux sur les violations, comment on contribue aux violations du droit international, comment on bloque la justice internationale et comment, in fine, dans le contexte post-octobre 2023, on consent à l'écrasement des Palestiniens. Alors, je ne m'attarde pas, si je m'intéresse aux Européens, c'est parce qu'ils sont les champions des droits humains. Euh, alors, premier élément, fermer les yeux sur les violations, et il y en a, y compris des violations pourtant sur l'assassinat de ressortissants américains, européens. J'ai juste identifié ou présenté ici le cas de Rachel Corrie, donc, qui est une militante pacifiste américaine qui a été tuée alors qu'elle manifestait en soutien aux Palestiniens. Il y a eu il n'y a pas eu de suite. Il en a été de même beaucoup plus récemment avec l'assassinat d'une journaliste américano-palestinienne, Shirin Abu Akleh. Là aussi, Israël a manœuvré de manière à ne rendre de compte à personne et on ne lui en a pas demandé. De même, vous avez ici en 2021 Amnesty International qui appelle à ce qu'on mette fin à la répression brutale des Palestiniens qui manifestent pacifiquement contre les déplacements forcés à Jérusalem-Est. Deuxième point, comment les Occidentaux, et en particulier les Européens, ont contribué aux violations. Alors, dans cette contribution-là, vous avez les pratiques discrètes et implicites ou les pratiques ouvertes. Je commence par les premières.
Par exemple, comment les pratiques de l'aide humanitaire profitent aux colonies israéliennes. Il s'agit d'un rapport, là aussi, qui a été publié par tout un ensemble d'organisations de la société civile et qui date de 2012. La manière dont on commerce avec Israël et on ferme les yeux sur ce qui provient des colonies qui sont considérées comme étant illégales au regard du droit international. Il en va de même des programmes de recherche qui viennent aussi conforter les discriminations et la dépossession des Palestiniens. Le financement par les banques européennes des colonies. Vous avez ici tout en dernier donc un géant, allemand qui contribue en fait au real estate, donc dans les territoires palestiniens. Donc là aussi, c'est des entreprises, heu, qui ont pignon sur rue, européennes et qui sont en violation flagrante avec le droit international et ça passe. Mais vous avez aussi, en termes de contribution aux violations, des pratiques beaucoup plus ouvertes, comme par exemple l'utilisation quasi systématique par les États-Unis de leur droit de veto pour enrayer la machine du Conseil de sécurité. Vous avez la reconnaissance de l'annexion du Golan syrien par Israël, par l'administration Trump, la décision, la précédente, hein, la décision de transférer l'ambassade, américaine à Jérusalem, le fait d'avoir concocté le deal du siècle, hein, les fameux accords d'Abraham, en faisant totalement l'impasse sur les Palestiniens. J'en arrive au blocage, de la justice internationale. Peut-être que vous le savez, en 2004, l'Assemblée générale de l'ONU a, demandé à ce que la Cour internationale de justice donne son avis sur la légalité de la barrière construite autour de la Cisjordanie. Et ce qui est assez, intéressant, c'est de voir que les pays européens, à l'époque, ont essayé de s'opposer à la possibilité même que la Cour internationale puisse dire quelque chose. Par exemple, la Belgique, hein, heu, a estimé que la cour ne devait pas se prononcer, son avis risquant d'avoir un impact négatif sur la mise en œuvre de la feuille de route, qui, entre nous, n'a jamais été mise en œuvre et cette volonté d'assurer que la Belgique ne conteste pas qu'Israël a le droit d'assurer la sécurité de ses citoyens, de se protéger contre des attaques terroristes. Alors bien évidemment, la Cour internationale a balayé, parce qu'il y avait, matière à balayer, les oppositions des pays occidentaux, en disant que, bah, le tracé, il est illégal, il entrave l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination, il contrevient aux obligations incombant à Israël, et cetera. Donc il y a un paquet de mesures, de textes internationaux qui sont violés par, la barrière de sécurité et en fait, il faudrait y mettre terme. Et là encore, le rapport de force fait que c'est resté lettre morte. Un peu plus tard, s'est posée la question de la reconnaissance de l'État palestinien, à nouveau, épisode 2. Et donc là encore, les États occidentaux n'ont pas voulu reconnaître la Palestine. Seule la Suède, en Europe, hein, va décider de reconnaître l'État palestinien en 2014, l'Irlande, l'Espagne beaucoup plus récemment. Et en fait, ils s'inscrivent dans la foulée des États-Unis et d'Israël, disant que seules des négociations de paix devraient permettre la création d'un État. Or, c'est problématique parce qu'on sait que le rapport de pouvoir entre les deux parties est très négatif pour les Palestiniens. Heu, les Européens, mais plus qu'eux, hein, les États-Unis et Israël, se sont fortement opposés à ce que la Palestine soit reconnue comme un État partie à la Cour pénale internationale et en fait, ils ont aussi, tenté de freiner un peu les élans de la Cour pénale internationale quand la Palestine a introduit, une plainte pour, la guerre notamment de 2014 à Gaza.
Et tout récemment, dans l'année qui vient de s'écouler, on a appris que, en fait, depuis que la Palestine est devenue État membre de la CPI, Israël a mené une campagne assez féroce contre cette dernière avec intimidation, surveillance, etc. Je ne vais pas m'attarder, mais il y a également des affaires qui ont été portées dans différents pays européens, dont la Belgique, au nom de la compétence universelle. Et à chaque fois que des Israéliens ont été incriminés ou des Américains, la justice pénale internationale a fait un pas en arrière, hein. Donc, on a dû faire face à des reculs quasi systématiques. J'en arrive à mon dernier point ici, le consentement à l'écrasement des Palestiniens. Je ne vais pas m'attarder sur le bilan absolument effroyable à Gaza, mais également en Cisjordanie, où il n'y a pas de cessez-le-feu, où des faits graves se déroulent quasiment au quotidien. Et en fait, j'ai essayé de montrer comment on consent à cet écrasement de manière plus directe aussi. Alors, cette notion d'écrasement des Palestiniens ou du consentement à leur écrasement n'est pas de moi, mais de Didier Fassin, qui a rédigé un ouvrage particulièrement intéressant. Alors, ce consentement, il vient sous la forme d'une aide vraiment active, hein, au travers notamment de la vente d'armes, financement, etc. Mais il se concrétise également indirectement au travers des retards. On a mis 6 mois à accepter l'idée d'un cessez-le-feu immédiat. Mais on continue malgré ça à entretenir des relations tout à fait normales avec Israël, que ce soit au niveau du financement de la recherche ou des relations quotidiennes, quand bien même un texte interne à l'Union européenne a montré la gravité de ce qui se passait à Gaza. Autre façon de consentir à l'écrasement des Palestiniens dans la dernière année, c'est au travers du refus de coopérer avec la CPI quand elle a lancé ses mandats, notamment contre Netanyahou. Et même parmi les États qui sont les champions de la CPI, il y en a plusieurs qui ont bien dit leur intention de ne pas arrêter Netanyahou quand même. Il y a également la mise à distance du droit international. Vous savez que la Cour internationale a donné, a émis des ordonnances, répétées, qui disent qu'il y a plausibilité d'un génocide en Palestine, à Gaza, et que, Israël a l'obligation de prendre un certain nombre de mesures et les États qui sont partis, à la Convention pour la prévention du génocide, ont aussi l'obligation de faire quelque chose. Évidemment, pas grand-chose n'a été fait. Il en va de même, mise à distance du droit international, lorsque la Cour internationale de justice a émis un avis consultatif sur ce qui découle de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Et donc là aussi, la Cour internationale de justice a pointé la gravité des pratiques israéliennes dans les territoires et appelé à ce qu'il y ait un retrait en déant les 12 mois. Évidemment, la plupart des pays occidentaux ont pris leur distance par rapport à cet avis-là. Heu, alors, j'en arrive à mon tout dernier point, donc ce que j'ai appelé la subalternité et la désubjectivation, palestinienne. Je vais vous aider à comprendre. Alors, ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est que quand bien même le conflit israélo-palestinien est contemporain du développement des institutions internationales, du droit international avec la SDN, le droit à l'autodétermination, etc., il n'y a jamais eu une mobilisation effective de ces droits-là, de ces textes-là, en faveur de la partie la plus continuellement lésée, à savoir les Palestiniens. Alors, nous avons un ensemble d'explications communes, concernant les États-Unis, la force de l'alliance avec Israël, tout un ensemble de motifs qui vont du rôle du lobby pro-israélien à l'identité commune, les intérêts, etc. Vous avez plein d'ouvrages qui ont été développés autour de ça. S'agissant des États européens, il y a la mémoire de la Shoah, le rôle des acteurs pro-Israël,
la culture judéo-chrétienne, des valeurs communes, etc., mais également les transformations après les attentats du 11 septembre, d'autres attentats qui ont été perpétrés sur le sol européen, etc., et des glissements progressifs à droite. Mais en fait, beaucoup de ces évolutions-là sont surtout circonstancielles et elles ne rendent pas suffisamment compte d'un pattern qui dure depuis plus d'un siècle. Et donc, j'ai été chercher des clés de lecture complémentaires, plus structurelles, dans des courants que je vais vous exposer tout de suite. Alors, ma première ligne argumentative, je la tire des approches tiers-mondistes du droit international. C'est un courant relativement récent et qui est composé d'une diversité de perspectives, donc marxisme, féminisme, postcolonialisme, les critical race theory, indigenous studies, etc., et qui ont en commun deux grands éléments. Premier élément, la volonté de comprendre et de déconstruire le poids de l'héritage colonial dans le droit international et les institutions contemporaines, mais aussi des approches qui ne veulent pas uniquement comprendre, mais qui veulent également montrer, désessentialiser en fait, dénaturaliser le droit, les institutions telles qu'on les connaît, pour montrer qu'il y a d'autres possibles. De nombreux auteurs ont travaillé sur ces origines impériales, coloniales du droit international, des institutions contemporaines, mettant en exergue les rapports de force, de pouvoir qui sont vraiment intrinsèquement, intimement liés et qui continuent à se répéter de manière continue. Donc, SDN, ONU, ONU de 1945, mais ONU de 2025 également, avec bien évidemment des conséquences significatives. Ces conséquences contribuent à reproduire le clivage entre des acteurs hégémoniques et des acteurs subalternes. Ces notions nous renvoient à Gramsci, qui a analysé l'histoire humaine au travers du prisme de l'interaction entre dominants-dominés. Et sur la scène du droit international, des institutions internationales, la notion d'hégémonie se traduit par l'hyperconcentration de pouvoir au profit de quelques États, que j'ai mentionné plus d'une fois dans ma présentation, ce qui leur permet de manière tout à fait arbitraire d'ignorer, d'imposer, de façonner, de détourner les normes internationales légales de manière velléitaire et souvent extrêmement cynique. On peut penser à l'usage systématique par les États-Unis du droit de veto, mais également à cette décision intempestive de M. Trump de nettoyer Gaza et en expulsant les civils palestiniens. Alors, un auteur donc qui est palestino-canadien a travaillé au départ de cette idée de subalternité de Gramsci et des travaux sur la colonialité du droit international pour développer la notion de subalternité légale internationale. Il argumente que la Palestine et les Palestiniens ont été structurellement placés depuis plus d'un siècle dans une telle position de subalternité, ce qui explique la pérennisation d'une situation où leurs droits sont clairement identifiés par le droit international, les textes internationaux, les résolutions du Conseil de sécurité, mais également de l'Assemblée générale. Mais néanmoins, ces droits demeurent impossibles à mettre en œuvre. Insee fait une distinction extrêmement intéressante entre le rule of law, l'état de droit, et le rule by law. Alors, vous le savez, le rule of law, c'est l'état de droit. C'est lorsque on suppose que le droit s'applique à tout le monde de manière équitable, peu importe à qui il s'applique. À l'inverse, le rule by law se manifeste par l'utilisation cynique, l'abus, l'application sélective des normes juridiques internationales par des acteurs hégémoniques sous couvert d'un libéralisme démocratique fondé sur les droits, avec pour effet de perpétuer l'inéquité entre les dominants et les subalternes. Donc, j'ai traduit la citation qui apparaît ici.
Et donc, explique l'auteur, du fait de leur subalternité légale internationale, les Palestiniens sont en permanence exclus du rule of law, de l'état de droit, et soumis à cet arbitraire du rule by law. Et donc, en conséquence, d'un côté, l'ONU a certes permis une reconnaissance progressive du fait que les Palestiniens sont des sujets de droit, reconnaissance d'un certain nombre de droits, mais de l'autre côté, sous l'influence du nouveau pouvoir impérial, d'un membre du Conseil de sécurité, les États-Unis, l'ONU continue à ne pas assurer l'ensemble des fondements juridiques politiques sur lesquels les droits des Palestiniens devraient être effectivement réalisés, avec comme conséquence le fait que jusqu'à présent, les droits des Palestiniens restent dans les limbes. Mais l'auteur va un tout petit peu plus loin en montrant que cette subalternisation a pour effet de réduire, pas seulement de ne pas assurer la réalisation des droits des Palestiniens, mais d'éroder ces droits. Donc le droit et l'ordre international créé, affirmé par l'ONU sur la question de la Palestine, ont contraint les dirigeants palestiniens à ajuster leur position, souvent à la baisse, pour faire valoir les droits de leur peuple, mais à chaque fois, l'organisation n'a fait que déplacer les balises juridiques de manière à continuer à frustrer ces droits, même revus à la baisse, tout en se présentant comme les garants du droit. Alors, on peut penser aux changements paradigmatiques qu'on a imposés au fil du temps aux Palestiniens, et un simple regard sur l'évolution de la carte permet de le voir assez clairement. Donc, on est passé de l'idée d'un arrangement politique, hein, du temps de la Palestine mandataire, donc un arrangement devant permettre aux Palestiniens et aux Juifs sionistes qui avaient afflué en Palestine mandataire, donc de se gouverner ensemble. Et puis, on est passé de ça à un plan de partage au terme duquel les Palestiniens devaient concéder plus d'une moitié de leurs terres à des colons qu'eux voyaient comme étant européens. Et puis, vous avez une nouvelle réalité, celle imposée par les armes, qui en fait amène à l'éviction de la majeure partie du peuple palestinien, 800 000 à l'époque, et la réduction du territoire à 22%. Je me suis déjà longuement étendue sur la colonisation post-Oslo, etc., qui ne font que grignoter l'espace. Et bien évidemment, aujourd'hui, on vous parle de quoi? Eh bien, on va évincer les Palestiniens de Gaza, donc encore moins de territoire, etc. Alors, c'est une belle illustration, belle, entre guillemets, de cette subalternité légale internationale des Palestiniens et de ce rôle by law. Mais certains auteurs, dont Noura Erakat, vont plus loin en disant que les Palestiniens sont simplement évincés de la protection du droit. C'est ce qu'elle essaie de démontrer dans Justice for Some. Ce qui m'amène à mon deuxième argument, avec comme point de départ, cette fois, l'œuvre d'Édouard Saïd sur l'orientalisme. Édouard Saïd, une des grandes figures, hein, palestino-américaines, hein, donc c'est un linguiste qui a renouvelé aussi notre regard sur le conflit israélo-palestinien. Et dans son ouvrage phare, Saïd démontre, à partir de nombreux auteurs orientalistes, hein, britanniques, français, allemands, etc., que l'orientalisme n'est pas une simple description de la région qui s'étend à l'est du continent européen, mais une véritable technique de pouvoir qui est basée sur le langage et sur des modes de décodage des sociétés, des religions, des cultures de la région. Ces décodages reposent sur une distinction entre un nous occidental civilisé et un eux oriental barbare. Et au travers de cette altérisation, les Européens s'attribuent une supériorité positionnelle permanente dans leur relation avec l'Orient. Alors, bien évidemment, cette altérisation, elle est saturée de relations de pouvoir et elle contribue à institutionnaliser des pratiques de domination politique, y compris dans le domaine du droit international. Alors, un certain nombre d'auteurs ont étudié
la manière dont cette altérisation s'opère, comment elle repose sur la production de stéréotypes péjoratifs à l'égard des membres des sociétés orientales, leur attribuant, en les essentialisant, un certain nombre de traits, de comportements, comme par exemple l'image de l'homme arabe, musulman, violent, terroriste, etc. Et ces biais et préjugés profondément inscrits dans les imaginaires facilitent les pratiques hégémoniques, mais également le fait de commettre la violence, de faciliter la violence à l'égard du barbare et accepter des dommages collatéraux au sein des civils. De nombreux travaux ont mobilisé ces cadres-là pour comprendre notamment les violences qui ont été perpétrées par les démocraties dans la période post-11 septembre. Et ils montrent que ces violences résultent de l'éviction de certaines catégories humaines, hein, du droit international, que ce soit, ou du droit tout court, que ce soit au niveau interne ou international. Donc on est dans ce que Agamben appelle des régimes d'exception où le droit est quasiment suspendu. Dans un ouvrage donc de Sherin Razak, il y a une étude assez intéressante de cette qualification de terroriste islamiste et comment cette simple qualification permet en fait de banaliser l'idée que face à de tels monstres, il peut y avoir effectivement des espaces où il n'y a pas de droit, où les êtres humains n'ont pas de droit. Et en fait, elle étudie ça très finement dans son ouvrage en montrant comment ça se répète dans le camp de migrants, dans les procès de jeunes musulmans ou dans les pratiques de torture dans les prisons américaines, notamment celle d'Abu Ghraib en Irak. Alors, je passe à la suite, hein, simplement pour dire que, bien évidemment, si on part de ces analyses-là, on peut mieux comprendre comment les images choquante de l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas réactive les imaginaires, ces imaginaires-là, hein, des barbares, des animaux humains, et ça nous prépare en fait à accepter le sort qui a été réservé aux Palestiniens, cette utilisation quasi illimitée de la violence militaire par Israël, avec des dommages collatéraux colossaux au sein de la population civile et quasiment une annihilation de tout type d'infrastructure civile. Et qui plus est, l'acceptation par les Occidentaux de cette exception et de cette éviction de l'ensemble de la population palestinienne de Gaza de la protection du droit international. J'en arrive à ma conclusion. Alors, je vais être très courte là-dessus. J'espère avoir montré l'étendue de l'incapacité du droit international à donner justice aux Palestiniens, à leur permettre de réaliser leurs droits. Peut-être montrer aussi à quel point le droit international, les institutions aujourd'hui contribuent à éroder les droits des Palestiniens, et ceci depuis 108 ans. J'espère avoir également montré l'aggravation exponentielle dans la période récente en offrant un ensemble de clés de compréhension. Donc j'ai essayé de mettre en évidence les structures coloniales du droit international et des institutions qui peuvent être toujours instrumentalisées par les grandes puissances d'aujourd'hui, du fait des rapports de pouvoir. J'ai essayé de donner comme clé de lecture complémentaire cette subalternité légale internationale des Palestiniens et le regard orientaliste qui font que nous acceptons que les civils palestiniens soient quelque part hors du monde de la protection du droit. Et beaucoup analysent en fait le moment actuel autour notamment de la Palestine comme étant véritablement au défi l'ordre international actuel, mais également les pratiques de droit avec une régression au might is right. Vous êtes fort, vous faites ce que vous voulez. Vous avez tout un ensemble d'analyses, mais peut-être aussi insister sur le fait que on assiste à l'érosion des libertés au sein des pays occidentaux quand il s'agit de parler du droit des Palestiniens. Et c'est ma toute dernière slide.
Mais j'ai présenté, avec tous les auteurs que j'ai évoqués, le droit comme étant, un facteur qui bride et qui quelque part lèse les Palestiniens, mais le droit est également un outil aux mains des Palestiniens de leur soutien. On l'a vu lorsque des États, comme la Palestine, hein, a porté son affaire devant la Cour pénale internationale ou lorsque l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice. Mais vous avez également les pratiques du droit par le bas, au travers notamment de, d'associations de la société civile comme la fondation Indrajab qui essaye en fait d'instruire, et de lancer des mandats d'arrêt contre des soldats, israéliens, des officiels israéliens dont on sait, parce qu'eux-mêmes l'ont dit et l'ont publicisé, ont perpétré des crimes graves. Je m'arrête. Merci infiniment de votre patience. Donc voilà, merci pour les questions que vous ne manquerez pas de poser et puis vous pouvez garder le lien en m'écrivant. Merci.